Le titre que j'ai choisi pour cette conférence est une citation que j'ai trouvée dans le texte de cadrage de ces journées et qui m'a profondément interpellée. Parler de contemplation et surtout de résignation montre bien l'état d'esprit dans lequel les jeunes générations surtout, mais l'ensemble de la population en général, évoluent actuellement. Plusieurs études montrent que près d'un quart des jeunes adultes vivent dans l'éco-anxiété. Et cette éco-anxiété peut tout à fait s'exprimer à travers une contemplation non constructive et surtout une résignation qui peut être même destructrice. Il y a donc urgence à faire en sorte que toutes et tous, et pas seulement ces générations montantes, acceptent l'idée que si, et seulement si, nous ne faisons rien, alors les transformations inévitables qui nous attendent seront subies. Il est temps que nous nous décidions à prendre notre avenir en main afin que ces transformations soient, sinon choisies, du moins vécues avec une certaine sérénité, voire peut-être même un certain bonheur. Nous savons toutes et tous que ce sont les 20% les plus riches de la planète, 20% dont moi et mon pays faisons partie, qui consomment le 80% des ressources de notre Terre. Cela n'est certes pas juste, mais c'est un fait. Et en tant que scientifiques, nous devons le prendre en tant que tel et l'accepter si nous voulons le contrer. Le mode de vie occidental, qui a fait rêver ces 50 dernières années, a certes des côtés fantastiques qu'il faut tenter de préserver et surtout de généraliser au plus grand nombre. Je pense notamment à l'accès aux soins, à la nourriture et à l'eau potable. Mais il est essentiel de ne pas reproduire les excès qui l'accompagnent. L'Occident vit encore aujourd'hui dans une croyance en un monde infini dont les seules limites sont économiques. Il est donc grand temps de prendre conscience que notre planète est un tout petit astre qui ne peut supporter autant d'inconscience et qu'il faut absolument protéger, car c'est la seule maison que nous avons dans l'univers. Alors, comme notre propre maison, nous devons en prendre soin. Pour pouvoir en prendre soin, il faut d'abord comprendre, sans complaisance, ce qui ne marche pas. Je m'inspire pour cela de Jean-Pierre Dupuy et de ce qu'il nomme le catastrophisme éclairé. C'est donc avec une vision sans complaisance que je vais démarrer cette présentation. Pour parler des limites de notre Terre, je me réfère au donut proposé par Kate Raworth, économiste britannique qui reprend les données du GIEC pour les présenter sous une forme plus facile à appréhender. J'avoue avoir enlevé la partie intérieure de ce donut afin de n'avoir que ce qui concerne les limites écologiques. Les limites écologiques, c'est la capacité d'absorption et de régénérescence de notre planète. Depuis la révolution industrielle, nous n'avons cessé de les mettre à mal, et avec l'augmentation de la population, nous les avons largement dépassés. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais nous pouvons encore limiter notre impact sur certaines. C'est ce que nous avons fait lorsque nous avons constaté la destruction de la couche d'ozone en haute altitude. Et à ce moment-là, les États ont interdit les CFC dans la fabrication des aérosols, des climatiseurs ou des frigos. On sait qu'actuellement certaines industries ne respectent pas ce protocole, mais au moins il a été formalisé. S'attaquer au changement climatique, nous le pouvons pour tenter de limiter le réchauffement à 1,5 degré, mais plus vraisemblablement à 2 degrés. Mais nous ne pourrons pas revenir en arrière à cause de l'inertie qui existe dans les processus physico-chimiques de l'atmosphère. Nous pouvons par contre tenter de limiter la perte de la biodiversité, voire même penser à repeupler ce qui n'a pas encore été complètement détruit. Je pense notamment aux insectes, en nous attaquant aux changements dans l'utilisation des sols et surtout à l'emploi des produits phytosanitaires dans l'agriculture. Avant d'aller plus loin, j'aimerais insister sur un point. C'est la difficulté que nous avons à comprendre, et nos politiques tout autant que nous, pourquoi
les modélisations proposées par les scientifiques sont perçues comme étant floues, incertaines, voire même parfois peu fiables. La raison de cette impression de flou vient du fait que toutes ces modélisations sont extrêmement complexes et que si la caractéristique la plus connue de la complexité est l'approche systémique, c'est-à-dire les interactions que les différents items ont les uns sur les autres, une autre de ces caractéristiques de la complexité réside dans les boucles de rétroaction. Alors, qu'est-ce qu'une boucle de rétroaction? Je m'autorise ce petit détour par ce phénomène car il est encore trop mal connu et surtout pas assez pris en compte dans les prévisions. Cette lacune se reflète par une mauvaise compréhension du pourquoi il y a autant d'incertitudes quand les scientifiques nous présentent les résultats de leurs calculs en lien avec les changements climatiques, entre autres. Car il y a de multiples boucles de rétroaction dans tous les problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Et il y en a plusieurs à différents niveaux dans le changement climatique. Je vais vous en présenter une simple qui va vous permettre de comprendre pourquoi les sciences du climat n'arrivent pas à être plus précises et pourquoi nous devons comprendre et accepter ce principe de la non-certitude qui est l'un des principes également de la pensée complexe. L'exemple que je vais vous donner part de l'augmentation de l'effet de serre. Vous savez tous que l'effet de serre est un bienfait pour la planète Terre, sinon nous aurions environ une température moyenne de moins 15 degrés, ce qui n'aurait pas pu permettre le développement de la vie. Mais l'augmentation de l'effet de serre a un effet sur la température de l'air. Elle augmente la température de l'air. Et cette augmentation de la température de l'air, même si elle peut nous paraître minime, eh bien, elle provoque néanmoins la fonte des glaciers, la fonte des calottes glaciaires, la fonte de la banquise. Et aussi, la fonte d'un élément qu'on oublie un peu plus souvent, c'est le pergélisol, qu'on appelle plus volontiers par son nom anglais, le permafrost. Le pergélisol, c'est l'ensemble des sols gelés autour des glaciers et des calottes glaciaires. Ce sol, perpétuellement gelé depuis des millions d'années, renferme une quantité non négligeable d'êtres qui ont été vivants, tels que des plantes ou des animaux. Et comme dans un congélateur, eh bien, ces êtres sont restés quasiment intacts depuis des millions d'années. Et maintenant que le pergélisol fond, eh bien, ces êtres sont mis en contact avec l'oxygène et recommencent leur décomposition. Et toute décomposition, eh bien, libère du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est rejeté dans l'atmosphère, il participe encore plus à l'augmentation de l'effet de serre. Et vous voyez que la boucle est bouclée. Maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes. Parce que on peut se dire, mais pendant combien de temps est-ce que ça va durer, cette décomposition de ces êtres qui ont été vivants? Quelle quantité il y a de ces cadavres à l'intérieur du pergélisol? Et qu'est-ce qu'on va entreprendre, nous, en tant qu'êtres humains, pour limiter le réchauffement et donc peut-être limiter la fonte de ce pergélisol? Donc vous voyez bien que toutes ces questions, elles n'ont pas de réponse absolue. On ne sait pas combien il y a d'êtres conservés dans le pergélisol, ni combien de pergélisol va fondre et donc mettre à l'air libre ces êtres en décomposition. Si ces boucles de rétroaction vous intéressent, j'ai fait une petite vidéo qui explique la complexité du changement climatique que vous pouvez retrouver sur le lien que vous voyez à l'écran. Une fois que l'on prend conscience de ces boucles de rétroaction, on comprend donc mieux pourquoi les scientifiques sont si prudents et ne peuvent pas jouer les devins ou les diseurs de mauvaises aventures de manière trop précise, étant donné qu'ils doivent tenir compte de tous ces phénomènes qu'on ne peut pas maîtriser.
D'une manière très résumée, j'ai évoqué quelques éléments pour que vous compreniez pourquoi je pense qu'il est nécessaire de repenser une autre vie sur notre Terre. Et nous n'avons plus le temps de procrastiner. Le GIEC nous donne 3 ans pour amener le monde occidental et toutes les puissances montantes à modifier radicalement leur manière de consommer, de se déplacer, de vivre. Mais pour aller où? Dans quelle direction? Vers quels objectifs? Cette fois, je vais plutôt m'inspirer de Bruno Latour et de son livre de 2017, Où atterrir? Mais tout d'abord, vers quoi est-ce que nous devons tendre? Eh bien, tout d'abord vers une autre vision du développement durable. Je pense que toute personne qui assiste à cette conférence a déjà été confrontée à cette modélisation du développement durable. C'est celle qui a été adoptée par les Nations Unies en 1992 à Rio et qui a été reprise par toutes les instances qui ont abordé ce concept. C'est celle que l'on nous propose en premier dès que l'on tape développement durable sur un moteur de recherche, et je pense que chez vous, comme chez moi en Suisse, c'est celle que l'on nous propose dès que l'on parle d'éducation au développement durable. Cette modélisation nous propose la recherche d'un équilibre entre les 3 pôles que sont l'économie, l'écologie et le développement social. Les interactions entre ces différents pôles, eh bien, ça devient un développement viable, un développement vivable ou équitable. L'avantage de cette modélisation, c'est qu'elle nous montre que ces différents pôles s'influencent. L'inconvénient, c'est que cette modélisation fait croire que certaines parties de ces pôles sont indépendantes des autres, ce qui n'est absolument plus jamais le cas depuis que l'activité humaine a des conséquences systémiques sur l'évolution de notre planète, que certains n'hésitent pas à appeler l'anthropocène, c'est-à-dire une ère géologique soumise aux modifications qu'apportent les activités humaines. Je vous propose donc une autre modélisation. Contrairement à cette vision faible du développement durable, je vais vous proposer une vision forte du développement durable. Elle commence par mettre en toile de fond l'écologie. Tout simplement parce que si la nature ne fonctionne plus, eh bien l'être humain ne pourra simplement pas vivre sur la planète Terre parce qu'il n'aura rien à manger. Et donc, il n'y aura pas de développement social. Le développement social est donc intimement lié aux conditions de développement écologique. Et l'économie, eh bien, elle ne peut se développer que s'il y a un développement social. Donc, même si elle reste au cœur de cette modélisation, on voit bien que sans l'écologie, il n'y a pas de société, et sans société, il n'y a pas d'économie. C'est ce que nous appelons la vision forte du développement durable. Pourquoi je vous propose une autre modélisation? Eh bien, parce que dans la vision faible, tous les pôles ont le même poids dans la balance, alors que sans la nature, on ne peut rien faire. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà quelques conséquences d'une vision faible du développement durable. Tout d'abord, on a l'impression, qu'en tant qu'individu, que nous n'avons pas notre mot à dire. L'avenir appartient aux dirigeants, aux puissants, mais nous sommes menus fretins. D'où ce sentiment de résignation ou de contemplation. Ensuite, il y a une vision très techniciste du monde, qui fait que l'on attend que l'évolution technologique résolve tous les problèmes. Or, l'évolution technologique, telle qu'on nous la propose de nos jours, ne fait que déplacer le problème. Il ne faut pas oublier que la principale crise est énergétique et que toute nouvelle évolution technologique demandera un apport d'énergie. On est donc dans un cercle vicieux. Troisième point, eh bien l'impression que tant qu'on respecte cet équilibre entre les 3 piliers du développement durable, donc entre écologie, économie et social, il n'y a rien à changer. L'équilibre devient alors la visée prioritaire
et on oublie que l'objectif est quand même la résolution des problèmes. Alors, on ajoute un peu d'écologie et de social à des entreprises purement économiques, dont la pire des dérives est le greenwashing. Quatrième point, eh bien, on a l'impression qu'on a le temps. Parce que face aux années précédentes, nous sommes toujours très fiers de nos avancées et que les décisions sont toujours posées à 1, 2 ou 3 décennies, ce qui fait que tout le monde remet à plus tard la décision de faire quelque chose. Et pourtant, cette inertie qui existe depuis plus de 50 ans, c'est elle qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à cette urgence. Je vous rappelle qu'en 1972, un groupe d'experts réunis autour de Denis Meadows rendait public un rapport intitulé Les limites de la croissance, et dans lequel il prédisait que la croissance s'effondrerait à partir de 2020. Effondrement dû au dépassement des limites écologiques. C'est donc le tout dernier moment pour l'ensemble de l'humanité de se réveiller et de cesser de croire que tout ira mieux demain. Revenons donc à une vision forte du développement durable. Comment devrait se traduire une vision forte du développement durable, à l'école notamment? L'objectif, transformer la société. Je partage donc les propos de mon collègue Jean-Marc Lange de l'Université de Montpellier qui dit que l'éducation au développement durable doit devenir une éducation qui vise réellement à transformer la société. Comment? Eh bien, en devenant un moyen de s'approprier les enjeux de ce qui se joue actuellement. La course aux énergies que révèle la guerre en Ukraine est symptomatique de ce genre de compréhension. Mais l'éducation doit aller encore plus loin, en permettant aux élèves, aux étudiants, de réfléchir collectivement à l'avenir que nous voulons voir advenir. Elle doit aussi nous apporter la réflexion éthique, ainsi que les compétences qui vont nous permettre de travailler ensemble, non pas dans la compétitivité, mais dans la complémentarité, pour atteindre des objectifs communs favorables à l'ensemble de l'humanité. Comme je vous l'ai dit, j'allais m'inspirer du sociologue et philosophe Bruno Latour, qui malheureusement nous a quittés très récemment, et de son ouvrage de 2017 intitulé « Où atterrir ». Avec lui, nous devons faire le point, sans ambiguïté, sur l'état environnemental, en nous appuyant sur des sources scientifiques fiables, telles que celles du GIEC pour l'environnement. C'est ce que j'ai tenté de faire dans la première partie de cet exposé. Ensuite, il faut définir où atterrir, en pensant et en négociant les conditions de notre existence future. Cette étape est essentielle pour envisager les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Passer directement aux moyens, eh bien, ce serait un peu comme décider de prendre le bateau avant de savoir si notre destination de voyage se trouve dans un lieu accessible par ce moyen de transport. Ce n'est donc qu'à partir du moment où nous aurons défini nos objectifs que nous pourrons nous pencher sur les mesures à prendre pour parvenir à cet idéal défini ensemble. Et cet idéal, il doit prendre en compte 4 dimensions. Il doit être viable, vivable, équitable, comme nous l'avons vu dans la modélisation faible du développement durable, mais surtout, il doit être souhaitable. Ceci est d'autant plus important que l'on imagine souvent tout ce qui nous sera retiré en cas de crise, et bien des personnes imaginent encore que la transition, c'est revenir à l'âge des cavernes. Il est donc essentiel de se projeter dans un futur qui répondrait mieux aux valeurs de respect, d'équité, de partage, qui sont seules garantes d'une transition sans violence et sans conflit meurtrier. Nous devons donc, tous ensemble, développer un imaginaire collectif, une narration collective de notre futur qui donne envie d'être réalisée.
Derrière cet imaginaire collectif, il y a une réflexion profonde sur nos valeurs qui vont décider en quelque sorte de ce que nous souhaitons véritablement. Mais cette narration ne doit pas se cantonner à l'école. Elle doit être faite également au niveau des quartiers, des villages, des villes, des régions et bien sûr au niveau national. Elle doit faire participer autant les agriculteurs, les éleveurs que les intellectuels. Elle peut se décliner autour d'activités partagées telles que des jardins partagés où les élèves enseignent aux adultes autour d'une production vivrière respectueuse de l'environnement. Elle peut amener à repenser des lieux d'échange, des échanges de savoir ou de services. Elle peut s'exprimer dans des moments d'échange pour identifier les besoins de chacun et de chacune, sans oublier les besoins de la planète et ses limites. Pour avoir des chances de voir le jour, elle doit tenir compte de chaque individu afin que toutes et tous puissent négocier les conditions de sa vie future. Elle doit devenir la trame sur laquelle toute la société va tisser, chacun avec son fil, chacun avec sa couleur, l'étoffe sociale et économique. Car l'économie, comme son étymologie le rappelle, est l'art de bien administrer une maison. Et je vous rappelle que notre Terre, le seul astre connu jusqu'à présent qui autorise le développement de la vie, est notre maison à toutes et à tous. Et une bonne administration de cette maison est de subvenir à l'ensemble de ses habitants et pas seulement à celui ou celle qui s'octroie les droits de propriété. Je vous remercie infiniment pour votre attention.